Ici Damon, bienvenue sur ma chaîne dédiée aux enquêtes. Dans ce chapitre, je rassemble 4 enquêtes similaires. Même type de client, même problème, même type de cible. 4 personnalités publiques souhaitant porter plainte pour cyberharcèlement envers 4 personnes s'exposant sous couvert d'anonymat. Mon rôle, démasquer les cyberharceleurs présumés. Le Bouzeux Magazine, Martin Eden et Victor Nickel. Qu'on soit influenceur ou influencé, les réseaux sociaux transcendent le moindre dialogue, offrant une scène mondiale pour exprimer notre humanité. Dans cette scène numérique aux 1000 facettes, le public va et vient, applaudit ou critique, propageant notre message au-delà des écrans par ses échos, ses ovations et ses huées. L'enrichissement commun est néanmoins inestimable, même s'il est impossible de saisir chaque main tendue, d'écouter chaque voix qui s'élève. Et parfois, certains spectateurs se déchaînent, déversant leur fiel, criant plus fort que tout le monde. Sur Internet, l'anonymat permet de se révéler sans crainte du jugement et de la pression des autres. Les murmures dans la salle deviennent alors la cacophonie. Plus moyen de se faire comprendre librement. Ok, ces ombres dans la foule extériorisent peut-être ce besoin qu'on a tous de se faire entendre pour échapper au silence assourdissant qu'est la solitude. Mais expliquer, c'est pas excuser. Qu'on soit influenceur ou influencé, parfois, ces ombres parviennent à nous assombrir, et je ne compte pas les laisser agir en toute impunité. Face au problème du harcèlement en ligne, j'observe diverses réactions, toutes légitimes, parmi mes pairs. Ignorer, répondre ou faire taire. La réputation en ligne, c'est ce qui remplit ou vide notre salle de spectacle, notre portefeuille, notre jauge d'épanouissement aussi. En tant que détective privé, je travaille main dans la main avec le système judiciaire. Il est certes imparfait, mais actuellement, il reste l'outil le plus efficace. Donc, autant s'en servir à notre avantage. Et puis surtout, la collecte de preuves recevables devant un tribunal est ma spécialité. J'aime fouiner, creuser, approfondir, et c'est précisément ce que je fais dans cette vidéo. Je vais passer le micro à mon ami Sébastien Canvé, juriste de profession et auteur de la chaîne Vous avez le droit, qui va nous éclairer sur les éléments constitutifs du délit de harcèlement et de ses dispositions légales. Alors, le harcèlement, c'est une infraction relativement nouvelle en droit français qui a été introduite dans le code pénal afin de répondre aux nouveaux types de comportements, entre autres sur les réseaux sociaux. Regardons comment ce texte est rédigé. Il s'agit de l'article 222-33-2-2 du code pénal. Des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet. C'est-à-dire que la simple intention des harceleurs de nuire à quelqu'un suffit pour que l'infraction soit constituée. Il n'y a même pas besoin que les conditions de vie de la victime aient été effectivement altérées. La simple volonté de le faire suffit. Continuons la lecture de ce texte. L'infraction de harcèlement peut donc être commise, alors même que chaque personne poursuivie pour harcèlement n'a commis qu'un acte unique, du moment qu'il y a une volonté collective de harceler la victime. Et ça va même plus loin que ça, puisque même s'il n'y a pas d'entente entre les différentes personnes qui harcèlent, il suffit qu'elles soient conscientes de l'existence du comportement des autres pour pouvoir être poursuivies et condamnées pour harcèlement. L'infraction de harcèlement avait été créée en 2002, mais elle a été complétée par la loi Schiappa en 2018, afin de prendre en compte le harcèlement lorsqu'il est commis par un moyen numérique. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Merci Seb. Cet exposé indique clairement que je n'ai aucunement le droit de divulguer l'identité de l'individu concerné. En faisant cela, je commettrais moi-même un délit, donc celui de doxing. Puis même d'un point de vue éthique, ce serait violer la vie privée, permettre un potentiel nouveau harcèlement, voire pire, qui sait. Mon but, c'est pas de créer une série de vidéos pour traquer tous les fauteurs de troubles présumés en faveur de plaignants, ni de les jeter en pâture sous le feu des projecteurs. Mon intention là, c'est de prouver aux anonymes qu'ils ne sont pas intouchables, de les rendre à leur tour vulnérables et de donner plus de pouvoir aux victimes. Je veux démontrer que tout le monde peut être amené à devoir répondre de ses propos et comment les détectives, comme moi, peuvent vous y aider. Les compétences et le modus operandi d'un détective, ça ne doit jamais servir en aucun cas à harceler quelqu'un, quand bien même il serait reconnu coupable avec certitude. L'objectif est de l'emmener devant la justice s'il y a lieu. Autrement dit, la victime n'est pas plus légitime à harceler un harceleur que le harceleur n'est légitime
à harceler la victime. Dès lors, les informations partagées dans cette enquête publique ne sont en aucun cas à caractère privé. Je le répète, le détective est uniquement autorisé à utiliser des sources de données ouvertes et conformes à la loi. Les informations fournies ici ne le sont qu'à visée démonstrative, afin de mettre du poids sur mes allégations. Ensuite, il faut savoir que j'expose des gens qui se découvrent délibérément sur Internet. Je précise enfin que mes clients ont donné leur aval pour que je révèle certains aspects de notre contrat. Sans cet accord, je suis évidemment soumise, comme mes confrères, au devoir de confidentialité. Maintenant qu'on connaît les aspects juridiques du sujet, rentrons dans son vif. Qui sont les 4 cyberharceleurs présumés dont je vous parle aujourd'hui? Il s'agit du Bouzeux Magazine, de Martin Eden et de Victor Nickel. 4 pseudonymes dissimulant l'identité bien réelle de 4 individus de chair et de sang. Cette affaire débute le jour où Arnaud Thierry, alias AstronoGeek, me mandate dans le cadre de sa plainte contre un youtubeur anonyme se montrant particulièrement agressif à son égard, le Bouzeux Magazine. Avec mon agence de détective qui tourne déjà à plein régime, je suis avide, tout le temps, de mystères à dévoiler. Retrouver les gens est mon domaine d'expertise. L'appel d'Arnaud tombe à pic. C'est d'ailleurs le second harceleur du net qu'on me demande de retrouver en quelques semaines à peine, comme si les masques étaient de sortie. Le Bouzeux Magazine, c'est un type qui, sur sa chaîne YouTube, a fait des dizaines de vidéos et des centaines de tweets où il me traite de facho et de violeur. Alors, certes, il s'en défend. Il prétend à qui veut l'entendre qu'il n'a jamais dit ni l'un ni l'autre. Mais ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, c'est que la justice n'a pas besoin de l'entendre prononcer un mot pour qu'il y ait diffamation. Il fait des sous-entendus gigantesques et des raisonnements par lesquels il emmène son auditoire vers cette conclusion, mais sans avoir à le dire lui-même. Et donc, même s'il ne prononce pas les mots, la diffamation est caractérisée. En 2021, j'ai commencé à en avoir plein le cul de son harcèlement. De la même manière, ça aussi il s'en défend, mais quand en moyenne on parle plusieurs fois par semaine d'une personne pour la dénigrer, ça s'appelle du harcèlement. J'ai donc commencé à constituer un dossier contre lui, mais le problème, c'est qu'il était complètement anonyme. Impossible d'avoir une identité et donc quelqu'un contre qui porter plainte. Parce que concrètement, une plainte contre X, ça lui aurait pas fait grand-chose. Il fallait le toucher, lui, directement. Et c'est là que j'ai entendu parler de Damon, et que je lui ai demandé si elle pouvait faire quelque chose pour moi. Sur YouTube, un contenu, quel qu'il soit, peut être commenté et critiqué par n'importe qui, et son message peut avoir une portée bien supérieure à un commentaire chuchoté dans l'oreille de son voisin de siège. Dans notre salle de spectacle, au milieu des applaudissements, des huées et des critiques constructives, il y a un autre type d'individu. Vous ne l'entendez peut-être pas, vous qui ne lisez pas les commentaires, mais quand on est sur scène et qu'on entend le brouhaha de la foule, nous autres vidéastes, on l'entend. On l'entend d'autant mieux qu'il sait pas s'arrêter. Ce troll-là n'a rien à voir avec le gentil troll qui fait des blagues en commentaire. Si certains sont là pour plaisanter, lui, il est clairement là pour nuire. Les seules insultes ne lui suffisent pas. Le troll est capable de se fendre de sa propre chaîne YouTube où son contenu se concentre sur le dénigrement et la diffamation de quelques youtubeurs plus importants que lui. En parallèle, il va alimenter son compte Twitter de la même manière. Le troll ne sait pas créer, il ne sait que détruire. Le troll, c'est un parasite qui vit aux dépens d'un ou de plusieurs créateurs. Parce que sans les créateurs, il n'existerait pas puisqu'il ne produit rien lui-même. Dans une vraie salle de spectacle, vous ne verrez pas ce genre d'individu, pour une raison très simple. Si vous veniez à perturber de la sorte un quelconque spectacle, vous seriez éjecté manu militari. Et si vous commettiez quelque acte illégal, l'auteur même du spectacle n'aurait aucune difficulté à faire appel à la loi et vous coller une plainte au cul. Seulement voilà, les trolls sévissent sur Internet grâce à ce qui est à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse des réseaux sociaux, l'anonymat. Sur Internet, on ne sait pas qui est cet odieux individu caché derrière un pseudo sur un compte créé sans besoin de donner sa vraie identité. Et si, dans l'espérance de garder un peu de sérénité, on le bloque, rien ne l'empêche d'utiliser un de ses 1000 autres comptes pour revenir vous harceler. Et caché derrière cet anonymat parfait, certaines personnes révèlent la véritable noirceur qu'ils ont en eux et se permettent de dire des choses absolument infectes. Alors, peut-être auriez-vous envie de nous dire de les ignorer, mais passer un certain niveau d'insistance de leur part, ça devient difficile, voire impossible. C'est difficile d'ignorer des gens qui cherchent à ternir, voire détruire votre réputation en ligne en propageant des propos diffamatoires absolument
ignoble. Quand la majeure partie de votre activité se fait sur les réseaux sociaux, les trolls sont constamment là, en embuscade. Chaque notification peut cacher une nouvelle insulte, et chaque page que vous ouvrez peut révéler une nouvelle diffamation. Et le résultat peut être une atteinte durable de votre santé mentale. C'était l'heure pour moi de sonder vers l'inconnu. Qui est le bouseux? Quel indice a-t-il laissé derrière lui? À quel point se dissimule-t-il? Comment allais-je réussir à le retrouver en partant de strictement rien? Bon, on respire un coup et on plonge. En s'attardant sur le travail du bouseux, on apprend de sa bouche, avec des détails jetés ça et là, qu'il s'appelle Alexandre déjà, qu'il réside en Dordogne, en France, et qu'il vend ses champignons sur les marchés locaux. Par ailleurs, le bouseux expose son visage dans ses vidéos. Sauf que les outils de recherche inversés d'images, les appels aussi aux commerçants et élus du coin où il réside, tout s'avère infructueux. C'est pas grave, il m'en faut bien plus pour me décourager. Et à la limite, je dirais même que cela me motive. Un jeu du chat et de la souris s'installe. Sauf que la souris ne sait même pas que le chat existe. En ce qui concerne les coordonnées de contact, j'obtiens sur ces réseaux une adresse mail tout à fait banale, 2 derniers numéros d'un portable de récupération suivi du modèle de l'appareil, bref, rien qui permet de trianguler une position. Quoi d'autre? L'excitation laisse progressivement place à une forme d'appréhension. Cela fait des jours que je tourne en rond dans une impasse. Est-ce que je loupe un indice? Est-ce qu'il est trop bien planqué? Avant ce cas, je n'étais pas accoutumée au site sur lequel j'ai obtenu le nom complet du bouseux. Mais depuis, je ne jure que par lui. Enfin, de quoi avancer. En 2 clics, on remonte à sa passion des pépinières, à ses études d'horticulture, études où le bouseux s'est lié d'amitié avec 3 de ses contacts Facebook perso. Contacts qui ont tous liké la page pro du bouseux. Les nouvelles arrivent et mon enquête reprend de plus belle. Une phrase encore prononcée par le bouseux lui-même et archivée sur la Wayback Machine déclare que autrefois c'était un journal étudiant en version papier tirant son nom du lycée agricole où il a vu le jour. Le Bouseux Magazine donc a surgi le 26 janvier 2015 sur le web. Tout est lié. Coup de grâce, une pépinière est enregistrée dans le répertoire Sirène sous son nom. On peut y lire l'adresse postale précise du bouseux parmi diverses données d'entreprise. Je finis en comparant les vidéos en extérieur du bouseux avec les photographies de sa rue dans Google Street View. Aucun doute, la forêt aux champignons qui jouxte la propriété, la Dordogne, le nom, le lycée, chaque détail concorde. Finalement, je fais une demande 3233 SD auprès du service de la publicité foncière pour savoir qui est propriétaire des lieux. Le nom de famille, commençant par la lettre M, correspond à celui d'Alexandre. C'est gagné, un masque en moins. Je souffle, la victoire est mienne. Le chat a attrapé la souris, mais il doit aussitôt quitter sa peau. Ma mission s'arrête ici. Le bouseux sera-t-il jugé coupable de cyberharcèlement? Tout dépendra avant tout de mon client, à présent qu'il sait à qui il peut adresser sa plainte. Le truc, c'est qu'il s'est produit quelque chose d'inattendu. Alors que je commençais à ficeler mon dossier et mon rapport, voilà que le scandale éclate. Et avec fracas. 2 femmes accusent le fameux AM d'abus sexuels. Le bouseux explose en plein vol et il a lui-même appuyé sur le bouton. Pas besoin d'en rajouter pour mon client. Pour l'instant tout du moins. J'espère qu'à l'avenir ils trouveront la paix et qu'ils mèneront bien mieux leur combat. Mais si les soupçons qui pèsent sur eux sont fondés, ils seront peut-être un jour tenus responsables devant un juge. J'ai donc décidé d'apporter ma contribution en ce sens. À la justice de trancher, à moi de lui en donner les moyens. Reprenons mon histoire où nous l'avons laissée. Cela fait des mois qu'aucune affaire de cyberharcèlement ne vient frapper à ma porte. Est-ce que j'oserais dire que ça me manque? Je souhaite toujours continuer d'apprendre à tirer les ficelles du net, à connaître les dessous des cartes. Et en parallèle, en sous-marin, j'avance sur mes autres enquêtes publiques, dans l'espoir d'aboutir notamment à une vidéo, ici même, mais cela prend le temps que ça doit prendre. Et puis un jour, sans crier gare, ce n'est pas une, mais 2 nouvelles chasses numériques que des youtubeurs m'apportent sur un plateau, réveillant mon besoin irrépressible, je crois, de briser l'anonymat de ceux qui en abusent tout simplement pour tenir des propos qu'ils n'assumeraient peut-être pas autrement. Il se trouve qu'Eden opère également par mail, avec une adresse courriel en particulier. Grâce à ça, je déniche au fond d'un site perdu un état civil dont les initiales sont JG, un numéro de téléphone affilié au fournisseur Bouygues et finissant par 59, une profession médicale probable, ainsi qu'une adresse dans le Gard en France. Il se peut que je fasse fausse route, bien sûr, mais je pense disposer d'assez d'éléments pour encourager les forces de l'ordre à lancer leurs propres fouilles. Il n'aura pas été difficile à trouver, malgré son intention manifeste d'avancer camouflée.
Avant, dans une autre vie, je n'étais qu'une jeune rescapée de secte qui voulait en découdre avec la moindre injustice, qui avait tendance à enfoncer des portes ouvertes. Je ne criais pas mes combats sur les toits, mais j'en rêvais, je crois. Bien après, j'ai réalisé la nécessité de canaliser mon feu vers des causes plus grandes, plus importantes que les miennes. Et tout cela, je le dois à un autre youtubeur, un ancien rescapé aussi, que je suis allée remercier pour avoir rendu ma libération possible grâce à ses contenus. Monsieur Sam, point d'interrogation ou d'exclamation, de son vrai nom Samuel Buisseret, s'est avéré être mon tout premier client sur la trace de l'identité d'un présumé cyberharceleur. Je souhaitais le rencontrer depuis des années et j'en ai enfin eu l'opportunité au cours du REC, le festival de l'esprit critique à Toulouse. J'ai dû me frayer un passage parmi les fans et les curieux pour l'atteindre. Je lui ai d'abord parlé de notre passé semblable et de la portée de son travail sur moi, dans ma vie. Il m'a fait confiance lorsque je lui assurais être en mesure de retrouver un homme qui le harcelait sur les réseaux sociaux, un homme qui ira jusqu'à menacer son intégrité physique et inclure sa fille, la fille de Monsieur Sam, dans ses emails de délire conspirationniste. Cet homme faisait déjà l'objet de plusieurs plaintes émanant d'une demi-douzaine de créateurs de contenu, en Suisse, en France, en Belgique, mais les plaintes étaient figées de par leur absence de matière. L'identité du harceleur présumé demeurant introuvable même pour les avocats engagés sur l'affaire. Je pouvais pas échouer. Il s'agissait d'une mission conséquente et vitale, peut-être pour beaucoup de gens, qui plus est confiée par mon youtubeur préféré. Il y a de ça quelques années, j'ai été victime de harcèlement de la part du plus gros harceleur en place à l'époque, qui était Victor Nickel, en tout cas pour le petit milieu sceptique. C'était quelqu'un qui avait déjà un gros pédigré à son actif. Il y avait déjà pas mal de plaintes déposées contre lui. Et j'avais créé un petit groupe comme ça où je me disais peut-être que via une exception avec la loi belge, on aurait plus de simplicité pour déposer une plainte et faire en sorte que ça aboutisse à une audition. Alors on a fait ça, on s'est réunis, on a mis un avocat sur l'affaire, ça a été très coûteux, et le problème c'est que le gars était planqué, on ne le retrouvait pas. Ni l'avocat, ni les policiers, ni qui que ce soit n'arrivait à le retrouver, n'arrivait à trouver son adresse. Et toutes les plaintes qui avaient été déposées contre lui avant, que ce soit en Suisse, en France, etc., n'avaient pas réussi à aboutir à cause de ça. Et puis j'ai rencontré Damon, et elle a tout de suite proposé d'essayer de retrouver le gars pour que la plainte puisse aboutir. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'entre le moment où je lui ai dit ok, essaye de le trouver, mais tu sais, l'avocat du grand cabinet machin n'a pas réussi à le trouver, ni les policiers, donc à mon avis, ça va quand même être costaud. Elle a mis 2 jours. Elle a mis 2 jours pour avoir toutes les infos. Et ça a permis de débloquer toute l'affaire. Alors l'affaire n'a pas abouti parce que malheureusement, le harcèlement, y a eu une jurisprudence en attendant en Belgique qui fait que la Belgique est moins bien placée que la France finalement pour se plaindre du harcèlement en ligne. Et donc finalement ça n'a rien donné en ce qui concerne ce harcèlement. Et j'ai voulu discuter avec lui, j'ai voulu dialoguer avec lui. Les gens qui me connaissent savent que j'essaye d'avoir un discours apaisé. Et pendant que je parlais avec lui, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de conversation, mon téléphone sonne, et c'est un ami, Serge Brett-Morel, de la chaîne Astrosceptique, que je vous recommande, qui me téléphonait pour me dire qu'il était en train de retransmettre toute la conversation en direct. Et cette conversation est restée en ligne pendant des années, sans que je puisse rien y faire. C'est-à-dire qu'une conversation privée, dans laquelle j'essayais de raisonner quelqu'un qui était un adversaire finalement, c'est une conversation privée dans laquelle je parlais de plein d'autres gens. Il l'a streamée, il l'a diffusée, elle est restée en permanence sur les réseaux comme une espèce de petite agression, mais de tous les jours. Il faut imaginer ça. Et je n'avais aucun recours, ni auprès de YouTube, ni auprès de la loi, ni auprès de quoi que ce soit. Il y a une impunité totale par rapport à ça. Et on a un moyen de faire avancer les choses, c'est que beaucoup de gens agissent comme ça parce qu'ils sont anonymes, parce qu'ils arrivent à rester anonymes. Mais personne n'est anonyme, en fait. Les personnes à forte visibilité, ou visibilité moyenne, comme je le suis,
sont des gens comme les autres, qui ont les mêmes droits que les autres. C'est pas parce qu'on a la chance d'avoir un public que du coup c'est plus acceptable qu'on souffre de harcèlement. Il y a absolument rien qui justifie ça. Et le problème, c'est que quand on est exposé, on prend plus de risques. Et on augmente aussi la quantité de gens qui sont susceptibles de nous causer du tort, de nous faire du mal. Et le harcèlement, c'est pas du tout une plaisanterie, hein. C'est quelque chose c'est comme un venin. Moi, je me rappelle vraiment que quand je sortais de chez moi, à cette époque-là, je regardais à gauche et à droite, au cas où. Juste au cas où. Et rien que ça, ça peut miner le moral, ça peut miner le quotidien, ça fait partie du harcèlement. Bah, je voudrais remercier vraiment Damon. Déjà, je suis très content de pouvoir en témoigner dans sa vidéo. Et je voudrais encourager absolument tout le monde à ne pas hésiter à ne serait-ce que discuter avec un ou une détective. Ils sont pas là pour rien. Je n'avais encore jamais fait un truc pareil de toute ma carrière, mais j'étais déterminée et prête. Je savais comment procéder. J'ai d'abord suivi la trace d'un Samsung Galaxy se terminant par 79, puis d'une photo, correspondante au visage connu, et prise par un studio parisien. Tout ça me mena dans un appartement, propriété de l'individu aux initiales JBR. La mère de l'enquêtée y vivait donc et je me rendis chez elle sous un faux prétexte. C'est une des prérogatives du détective. On peut ne pas tout dire tant qu'on ne se fait pas passer pour un professionnel réglementé et tant qu'on agit sous couvert de la loi. Cette dame me communiqua, très gentiment d'ailleurs, un nombre étonnant de documents et d'informations sur son fils. Un portrait plus complet se dessine progressivement. J'en apprends beaucoup sur le parcours et la personnalité du personnage et mon propre jugement entre en jeu. Ne pas se substituer à la justice, ne pas se substituer à la justice. Je n'ai évidemment divulgué que le nom complet et l'adresse personnelle aux avocats des plaignants pour préserver les secrets inutiles à la procédure. Voilà, le bal masqué s'achève ainsi. Je m'en retourne à l'affût de nouvelles missions, avec le sentiment du devoir accompli. Vraiment. Je ne remercierai jamais assez Sam. Je suis tellement heureuse et reconnaissante qu'il puisse prendre cette place dans la présente vidéo. C'est ma façon à moi de le mettre à l'honneur comme il m'a mise à l'honneur juste avant. Merci infiniment à Seb et à Arnaud également. Ils ont significativement contribué à me donner de la visibilité et de la crédibilité pour poursuivre mes quêtes d'enquête. J'espère que cette vidéo aura l'effet escompté et pour eux et pour tous ceux que je n'ai pas pu citer. Cette série de petites enquêtes illustre non seulement notre combat contre le cyberharcèlement, mais aussi l'importance d'une action judiciaire mesurée et éthique. Si vous subissez du cyberharcèlement, sachez que des professionnels sont là pour vous aider. Personne n'est anonyme. Je vous invite à diffuser cette vidéo au-delà de sa source. Pour me soutenir, peut-être, mais surtout pour montrer que chacun a le pouvoir de se défendre dans ce festival numérique bruyant de vie. Gardez l'œil ouvert, et si votre montre indique 6h66, c'est le signal qu'il est temps de partir à la poursuite de vérités enfouies. Montez sur scène, libérez la parole contre l'injustice. Et souvenez-vous que derrière chaque énigme se cache une occasion rare d'apporter un petit peu plus de justice dans cet enfer.